On dénombre aujourd'hui près de 1000 écolieux en France, rassemblant environ 20 000 personnes. Un phénomène en constante progression depuis les années 2010, comme le symptôme d'un sentiment de dépossession dans une société qui s'essouffle. Face à la crise environnementale, à l'impuissance démocratique et à la défiance politique, l'écolieu apparaît comme une réponse, une façon de redonner du sens et de reprendre le contrôle de sa propre existence. Expérimentant un mode de vie alternatif, l'écolieu tente de repenser les piliers de notre quotidien. Agriculture, vivre ensemble, gouvernance, éducation. Il concentre tous les enjeux existentiels d'une société. Subsistance alimentaire, organisation économique, pouvoir politique. Mais alors, l'écolieu peut-il être une boussole pour la société de demain ? Je prends la route pour l'Ariège. C'est au cœur de ces grands espaces, propices à l'autonomie et aux alternatives locales, que l'éco-village de Pourgues a pris racine en 2017. Un lieu qui illustre les promesses et les contradictions de ce mode de vie. Ce qui caractérise les écolieux, c'est un lien moins artificiel à l'environnement et à l'humain. S'ils partagent tous des valeurs communes, comme le collectif ou la sobriété, chacun les incarne à sa manière. À l'éco-village de Pourgues, le fil rouge, c'est le vivre ensemble. Un défi renouvelé au quotidien. Qu'est-ce qui va faire que le collectif peut s'effondrer en priorité ? C'est les liens, c'est le facteur humain. Et à partir de là, on a passé 3-4 ans à ne faire que ça. Dans cet éco-village-ci, le lien entre les gens, il prédomine sur le reste. Il y a vraiment cette attention aux autres, il y a vraiment cette prise en considération de chaque personne et cette attention et cette écoute et cet accueil qui fait que le vivre ensemble est possible, quel que soit son âge, de 3 à 71 ans. C'est savoir vivre ensemble, savoir construire des liens, savoir être authentique déjà avec soi-même pour l'être avec l'autre. Donc on a vraiment tout un travail sur soi, c'est du développement personnel permanent. Ne serait-ce qu'en allant à la banque, autrefois, j'y rencontrais des gens, on parlait, on rigolait, etc. On se disait bonjour, on prenait des nouvelles et tout ça. Et puis petit à petit, non, on va au guichet et puis on met sa carte et puis on rencontre plus personne. Et dans les supermarchés aussi, maintenant c'est de plus en plus comme ça. Donc les gens ne se rencontrent pas, ils se rencontrent de moins en moins parce que tout est automatisé, robotisé, tout ce qu'on veut. Et la vie en éco-village, c'est complètement l'inverse. L'écologie, ça vient juste après. On fait beaucoup de choses, si tu veux, même en termes d'écologique, au niveau des panneaux solaires, de la réserve d'eau, des systèmes de chauffage, de l'utilisation des véhicules. Enfin voilà, on a beaucoup d'actes écologiques, mais ça ne va pas être notre étendard principal. Et c'est vrai que chaque écolieu aura sa spécificité. Il y en aura qui vont être spécialisés dans l'éco-construction, d'autres dans l'élevage d'animaux, d'autres dans le maraîchage, etc. Face au sentiment d'impuissance, l'écolieu redonne du pouvoir d'action, par l'autonomie et l'autogestion, grâce à un système démocratique de gouvernance partagée, sans hiérarchie. Tout est voté, on a tous une voix, on a tous le même pouvoir en fait, dans le groupe. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas un propriétaire aussi du lieu, on fonctionne sous forme de coopérative. Être plus respectueux de l'humain, et plus largement du vivant. D'après une étude de Carbone 4, un éco-habitant émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un Français moyen. Une sobriété qui se traduit notamment dans l'habitat et la gestion des ressources. Donc ici on a 3 types d'habitats principalement, 3 types d'habitats extérieurs, enfin légers. Donc on a les tiny, on a des yurts et des dômes géodésiques. Et l'habitat léger c'est avec peu d'impact au sol, c'est-à-dire que là par exemple les tiny c'est sur un essieu, sur roue, mais pas plus que ça en termes d'impact au sol. Si on enlève la tiny, l'espace redevient disponible, redevient libre. Ça reste un habitat qui est petit. Là on parle de moins de 30 mètres carrés, des fois même moins de 25 mètres carrés. Et donc ça nécessite finalement peu de matériaux pour construire. Et surtout c'est pas des matériaux comme du béton notamment, où aujourd'hui les maisons, il y a quand même une grosse majorité des maisons qui sont faites avec énormément de béton, donc de sable, de ciment. Donc c'est comme des matériaux qui aujourd'hui ont un impact écologique
important. Donc déjà le fait de construire avec plutôt du bois et des matériaux comme là l'isolant, c'est la laine de bois beaucoup, ou des fibres végétales comme du chanvre, ce genre de choses, c'est déjà un impact, comme tu dis, énergétique, enfin une dépense énergétique moindre. L'autoconstruction, c'est quelque chose qui est un modèle hyper intéressant. C'est vrai que on arrive à créer des habitations pour vraiment des budgets qui peuvent sembler ridicules, pour moins de 10 000 euros. Après, il faut le terrain qui va avec et tout ça. Mais c'est vraiment une façon de repenser l'habitat et de sortir de ce cadre où on a l'impression qu'il va falloir s'endetter sur 20 ans pour pouvoir payer une maison. Là, il y a vraiment une autre façon de faire. Mais c'est quand même de l'habitat qui nécessite un entretien particulier. Il y a besoin d'être un peu plus engagé dans la gestion de son habitat, généralement quand on a ce type d'habitat. C'est aussi ça, le fait d'avoir un habitat à pas trop cher et de l'autoconstruire. Mais c'est notre façon de voir les choses, parce que quand on se sent investi de son habitat et qu'on est suffisamment proche et manuel pour savoir faire les entretiens et tout ça, on met plus de conscience dans le quotidien, on met plus de conscience dans la façon d'habiter. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important finalement, d'avoir des objets auxquels on tient et qu'on sait entretenir. Et voilà, on est plus présent, j'ai l'impression, au quotidien et proche de la vie en général, quoi. Cet engagement écologique se reflète aussi dans un mode de consommation et d'alimentation durable. Nos produits sont locaux. On a nos légumes, on en produit un petit peu, mais après nos légumes viennent d'un petit village à 10 km d'ici. Les œufs viennent chez une personne qui fait un élevage d'œufs de poules bio, qui est à côté aussi. Il n'y a que les fruits qui sont un peu plus loin. On est surtout sur le végétarisme, mais après, chacun est libre de faire chez soi individuel, de faire ce qu'il veut. S'il veut se faire de la viande, s'il veut se faire du poisson, il fait ce qu'il veut. Mais on tente quand même à rester surtout dans le végétarien. Je sais pas, moi j'adore. Pour l'éthique, pour tout, pour la pollution. Chaque écolieu a ses domaines de prédilection. À l'éco-village de Pourgues, par exemple, l'autonomie alimentaire reste à construire. À Pourgues, on fait évidemment du jardin, du potager, on prend soin de la nature, on a beaucoup de vergers, on a planté plus de 400 fruitiers. Après, on n'est pas du tout autonome en termes d'alimentation. On n'a pas forcément consacré beaucoup de temps au maraîchage. C'est pour ça que notre activité économique nous permet de nous fournir auprès des maraîchers qui sont vraiment professionnels autour de chez nous, maraîchers bio, maraîchers en traction animale, etc. Et ça nous permet en fait de faire fonctionner aussi le lien et l'économie. Beaucoup d'écolieux doivent jongler entre autonomie et dépendance. L'éco-village de Pourgues s'inscrit dans cette logique hybride, plutôt que de rompre complètement avec l'économie dominante. Il organise par exemple des formations et des vacances immersives. Il se définit comme un éco-village passerelle. Dans les éco-villages, il y a plein de types d'éco-villages différents. Il y a des éco-villages qui semblent vraiment assez inaccessibles pour la plupart des gens parce qu'ils sont assez extrêmes ou militants ou très isolés. Nous, on se définit vraiment comme un éco-village qui est très accessible. Nous, on s'adresse à des personnes qui sont en début de transition et qui veulent voir quelque chose d'autre, voir une ouverture possible vers une autre façon de vivre. Les personnes qui viennent ici en vacances ou bien de passage, c'est des personnes qui ont été touchées par ce qu'on est en train de faire et souvent qui sont dans une vie très classique en fait, dans un appartement, en ville, ou qui n'ont pas eu de démarche de transition très poussée dans leur vie. Et elles sont là, waouh, mais c'est possible d'être dans l'écologie sans pour autant être extrême, sans pour autant se contraindre, sans pour autant aller dans la sobriété absolue en fait. Parce que mine de rien, on a quand même un niveau de confort ici qui est pas si éloigné que ça que de ce que les gens ont chez eux en fait. Et pourtant, on est bien plus écologiste que 95% de la population aujourd'hui. Par le vivre ensemble, rien que de vivre ensemble en fait. Toutes les mutualisations qu'on fait économiques et matérielles, c'est une écologie énorme qu'on fait par rapport à une vie où on est juste avec sa famille dans un appartement. Voilà, donc c'est juste un exemple. Mais la mutualisation, en soi, c'est ce qu'il y a de plus écologique aujourd'hui, mutualiser des biens, quoi.
mutualiser des espaces, mutualiser des compétences. Pourgue est un de ces espaces tremplins, ces lieux de transition urbaine nécessaires pour amorcer un changement de société plus profond. L'avenir se joue aussi à travers les futurs citoyens. Dans les écolieux, l'éducation tient souvent une place centrale, comme une métaphore du monde de demain. Alors il y a les principes de non-violence éducative, donc tout ce qui va être bienveillance, tout ce qui va être communication non violente, et aussi tout ce qui est autour des violences éducatives ordinaires qui sont donc conscientisées et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour les éviter. Et au niveau pédagogique, c'est l'éducation démocratique, donc c'est une pédagogie qui est basée sur la motivation intrinsèque des enfants. Et les éducateurs sont là essentiellement pour faciliter l'émergence de leurs élans. Donc vraiment, nous on est au service du jeune pour qu'il puisse aller au fond de ce qu'il souhaite vivre ou créer. Voilà. Et c'est aussi une pédagogie qui est énormément basée sur les apprentissages libres et autonomes. Donc encore une fois, l'adulte n'est pas là pour donner un savoir, il est là pour créer un contexte, un environnement riche et qui soit stimulant et qui favorise l'apprentissage du jeune dans les domaines qui l'intéressent. La première des compétences qui est favorisée par ce type d'approche, c'est vraiment le fait de mieux se connaître, de se faire confiance, donc l'estime de soi à fond, et avoir un esprit critique plus. Moi, je suis jamais allée à la vraie école, mais moi, j'imagine que j'aurais jamais... Si j'aurais été à l'école normale, classique, j'aurais pas appris à jardiner, j'aurais pas appris à faire à manger, à bricoler, on sait faire des arcs. Et moi aussi, j'aurais pas appris à bien connaître les animaux, savoir mais non, ce qu'ils on mangent. connaît énormément des animaux. Savoir les plantes, j'aurais pas du tout su ça à l'école, je crois. Je crois que la première limite, c'est le jeune lui-même. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, je peux vraiment affirmer que pour moi, aucune pédagogie n'est valable pour tous les enfants, tous les jeunes, tous les individus. Et que ce soit Montessori, Steiner, démocratique, pour moi, ça dépend vraiment du jeune. Moi, j'adore habiter à Pourgue parce qu'on est libre, il y a les animaux, il y a des gens, beaucoup de gens. C'est cool de pouvoir partager du temps avec les gens qui habitent ici. Comme ça, on est bien dans la nature, c'est très beau. C'est pas comme en ville, il y a plus de verre. Et t'es pas obligé de porter des chaussures. Ouais, tu peux marcher par terre, mais fais gaffe aux abeilles. Et je pense que j'ai envie que ce soit des enfants qui soient conscients des enjeux sociaux et climatiques et qu'ils s'en sentent responsables dans le sens, pas responsable c'est ma faute, mais responsable, je peux avoir un pouvoir dessus, qui se sont capables, dans la mesure de leur énergie et de leur envie, d'être force de proposition et de changement pour leur planète et leur société, quoi. C'est vraiment cette grande croyance que la société et le monde changent grâce et avec nous. on est beaucoup plus en liberté parce qu'on peut aller chez nous, on peut aller manger des petits fruits qui poussent sur les arbres, on peut aller voir nos animaux, on peut aller voir les poules, on peut se balader un peu, on peut courir, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Même quand on n'est pas parent, on gravite avec des enfants autour de nous, c'est une posture, c'est une philosophie, une considération de l'enfant. Et donc rien que ça, déjà, ça fait beaucoup, ça a un gros impact. Le vivre ensemble, c'est aussi la place qu'on donne à chaque âge de la vie, à ceux qui grandissent et à ceux qui vieillissent. Dans une société qui marginalise ses aînés, les écolieux esquissent une réponse à cet enjeu de société, en proposant une autre façon de vieillir, au cœur du collectif. C'est la vie quoi.
Voilà, avec encore suffisamment de joie de vivre, de projets, de choses comme ça. Je crois que ça m'aurait vraiment barbé d'être avec des gens de mon âge, en fait, qui sont souvent tout le temps dans des trucs un peu passés, etc. Et voilà, là, il y a une dynamique joyeuse, moi, qui me convient bien. J'aime bien cet élan-là. Je ne vais pas être engagée dans une énergie comme le font les jeunes, par exemple. Mais par contre, je peux avoir un regard ou un recul ou quelque chose comme ça. Les écolieux font face aux mêmes réalités que le reste du monde. Fatigue, tension, départ, difficultés financières. On est une petite société, donc ce qu'on va pouvoir expérimenter en société, on pourra l'expérimenter aussi ici. C'est pas un endroit exemple de tout ego, de tout mensonge, c'est pas un endroit qui est aussi protégé que ça. La première difficulté, c'est clairement la relation à l'autre et les bonnes relations aussi aux autres. Mais le souci, c'est que on a généralement, on appelle ça la lune de miel, les 6 premiers mois où tout est beau, tout est joli, où tu apprends à connaître les gens. Des fois, on a des utopies de vivre ensemble, des utopies de « ah, ça va bien se passer ». Non, c'est compliqué de vivre ensemble, et ça, c'est important de se le dire. C'est un challenge de tous les jours. On vit, on travaille, on élève, on relationne. Donc c'est, dans le même endroit, donc c'est ça le challenge. Deuxième difficulté, ça va être avec l'administration, avec la région, parce qu'on arrive quand même dans une région qui est toute nouvelle pour nous, et on est nouveau aussi sur ce territoire. Et la difficulté, c'est comment est-ce que nous, on rentre en lien avec le territoire, comment on crée du lien, comment on crée de la confiance, et comment on se place en fait comme un projet qui amène de la valeur à cet environnement-là. Il ne faut ni idéaliser, ni caricaturer l'écolieu. Il y a vraiment une idée reçue dans le monde, en France et partout, que si on est un éco-village, on est forcément en dehors. On a des peurs, c'est un groupe fermé, c'est une secte. En fait, on nous considère comme des personnes en marge de la société. Et nous, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'on n'est pas en marge de la société. On a nos valeurs, on a notre direction, mais on est dans la société. L'écolieu propose un mode de vie inspirant, mais sans transformation structurelle, l'impact reste limité. La question est alors de savoir si ce mode de vie est reproductible à grande échelle. En théorie, 4000 m² par personne suffirait pour couvrir ses besoins alimentaires et énergétiques. Rapportée à la France et ses 70 millions d'habitants, cette solution reste donc viable. Mais en pratique, elle se heurte à des freins. L'emploi, concentré dans les villes, et les institutions centralisées des puissances politiques, qui reposent sur des piliers que l'écolieu remet en question, comme la propriété privée ou l'éducation publique. L'écolieu renvoie à un enjeu plus large, l'invivabilité des villes face aux défis qui nous attendent. Réchauffement climatique, inévitable récession énergétique et matérielle. Un des éléments, par exemple, dont nous avons totalement été dépossédés, et ça c'est indéniablement nos trajectoires urbaines qui ont conduit à cette chose-là, c'est la question de la subsistance. Les écolieux sont très attachés à non pas prétendre, bien évidemment, être en totalité autonomes dans ce qu'ils entreprennent, mais à tendre vers cette autonomie-là. Avant l'ère industrielle, les villes ne dépassaient pas quelques milliers d'habitants. Leur taille dépendait directement de leur capacité à s'approvisionner en nourriture. Leur expansion n'a été rendue possible que grâce à l'abondance énergétique. Aujourd'hui, sans énergie, Paris serait par exemple affamé en 3 jours. Parce qu'effectivement, dans les villes, l'hyperspécialisation, la tertiarisation, les richesses produites sont très dématérialisées. En fait. Alors, il y a énormément de matière dans les villes, mais ça vient d'ailleurs. C'est importé, ou il y a des hectares fantômes, des territoires servants, des esclaves énergétiques, ça vient de très très loin. Donc la question de se remettre en action par la coopération joue un rôle déterminant et ça passe par d'autres savoir-faire, notamment le savoir-faire de la main. Là, les villes, c'est une claire, intellectualiser le monde, même s'il y a beaucoup de corps en mouvement, il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas des savoirs manuels qui, tout simplement, sont développés dans les espaces urbains et particulièrement les grandes villes. Il n'y a qu'à voir les universités, les grandes écoles, les instituts de formation, c'est pas à ça que les pédagogies œuvrent.
Plus globalement, les écolieux montrent donc la direction à suivre, celle du retour aux campagnes, là où se trouvent toutes nos ressources vitales. Mais ce retour n'est pas sans condition. Les écolieux sont une manière de réatterrir, mais ça, c'est pas sans poser quelques questions. Ça n'est pas sans être sous condition. Et l'une des conditions, c'est que le déménagement, c'est pas simplement un déplacement, c'est aussi se dépouiller d'un certain nombre de choses, et notamment de manières de penser, d'agir, de cohabiter, de se socialiser. Donc là, il y a un enjeu entre les cultures urbaines et les cultures rurales. Il y a beaucoup d'écolieux qui sont encore très urbains dans leur manière de fonctionner. Ils arrivent avec des activités par moment qui sont très urbaines, soyons clairs. Je pense au numérique, à la connexion, au télétravail. Dans les modèles économiques, pour que ça continue à fonctionner, il faut qu'il y ait encore des salaires qui puissent tomber par moment, et du coup, il y a des gens qui continuent à temps partiel des activités très urbaines. Donc il y a aussi des déplacements. Voilà. Il peut y avoir par moment dans les écolieux des gens qui sont amenés à retourner dans les villes pour leur activité principale. Il y a aussi, ils offrent des formations. Il y a des écolieux qui ont un modèle économique, essayer de trouver un peu d'argent en offrant des formations. Tout ça est quand même assez urbain dans sa genèse. Il faut être un peu vigilant parce que ça peut aussi, à certains endroits, assez rarement, mais néanmoins coloniser. Voilà, s'imposer à des cultures locales, rurales, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ce retour au monde rural peut prendre diverses formes. L'écolieu n'est qu'une piste parmi d'autres. Économie sociale et solidaire, tiers-lieu, coopérative intégrale, autant d'initiatives qui redynamisent les campagnes et contribuent à une société plus résiliente. Enfin, une question que beaucoup se posent. Peut-on s'inspirer de l'écolieu en ville ? Oui, sur le plan humain, en renforçant le lien social, en pratiquant l'autogestion à l'échelle d'un quartier par exemple. Mais sur le plan écologique, c'est une impasse. La ville est condamnée car elle ne peut assurer sa propre subsistance. On pourrait continuer à avoir des politiques écologiques urbaines, d'électromobilité, de végétalisation, de rénovation thermique des logements, etc. Ça ne suffira pas. Tout de suite, on envisager le coup d'après, qui est celui de vivre de manière relocalisée, décentralisée, déconcentrée, démassifiée, décroissante. Voilà. Anticiper la réalité écologique avant qu'elle ne nous rattrape. Retrouver notre indépendance. Reprendre la main sur notre existence. C'est ça que l'écolieu met plus largement en jeu. Pour habiter autrement la terre, dans l'harmonie plutôt que la dévastation. Pour repenser les liens humains, dans la coopération plutôt que la domination. Aller à la rencontre d'un écolieu, un jour, une semaine, un mois, c'est déjà s'ouvrir à d'autres possibles. Planter en soi des graines d'inspiration. Et les faire germer, peut-être, dans son quotidien. Il y a plein d'écolieux aujourd'hui qui se reproduisent quelque part, à plus petite échelle. 2 familles, 3 familles qui achètent un terrain et qui s'installent quelque part. Rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que nous pour être dans une démarche de changement et de transition. Donc ça, c'est nous, on ouvre une porte en disant regardez ce qui est possible. On a beaucoup de gens qui passent ici et ils disent c'est bon en fait, je vais acheter un terrain et puis avec un tel et un tel, on va s'installer. Et ils sont 4-5, pas plus. Et ça suffit, c'est une belle coloc en fait. Et ça crée de la mutualisation, ça crée une énergie commune, ça crée quelque chose qui est chouette dans ce monde. Et parfois les personnes même juste viennent ici en vacances et elles ne veulent pas forcément créer de lieu, mais elles repartent avec des outils de communication, des postures vis-à-vis de leurs compagnons, de leurs compagnes, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs collègues de travail. Ils repartent avec des outils qu'ils peuvent implémenter dans le quotidien. Et rien que ça, c'est énorme de savoir que les personnes vont repartir avec une valeur qui va les accompagner pendant probablement le reste de leur vie. Si on peut apporter au moins ça, si on peut planter cette graine, plutôt que de faire de l'agriculture,